Je m'appelle Anna et je suis italienne. Bonjour, bienvenue dans ma psyché. Aujourd'hui, je vous amène explorer des discussions que j'ai eues avec ma psy. Des anecdotes qui sont un peu les mythes fondateurs de qui je suis devenue aujourd'hui. On va explorer, mais je te préviens, c'est le bordel là-dedans. Et j'ai pas de cartes. Enfin, j'ai bien le passe Navigo, mais il va pas nous aider là. Trigger warning. Je suis un gros gaucho dépressif et nerd. Pour la faire courte, si pour une raison ou pour une autre, ça te décoiffe déjà, passe ton chemin. On part donc sur un truc biographique très personnel, plein de traumas, mais il y a de l'espoir à la fin. Allons voir comment elle est faite la psy. La psychothérapie. J'ai mis longtemps à y aller. C'est encore stigmatisé, ça devrait pas. Alors j'essaye d'en parler, de rendre ça moins inquiétant à mon échelle. Pareil pour mes antidépressifs d'ailleurs. J'en ai besoin comme on en a besoin d'un plâtre quand on a une jambe cassée. Bref, dans mon cas, c'est la chimie du cerveau qui est cassée. Alors on plâtre, les AD, et ensuite on réduque, la psychothérapie. La séance est un endroit à part, hors de mon monde, un non-lieu. Un endroit où je m'isole et je parle avec cette personne que je ne vois que dans ce contexte, qui n'a aucun contact avec mes connaissances, chez qui mes mots n'auront pas de conséquences, ou ils ne blesseront personne. Un endroit où je peux parler plus librement. Un endroit où les sujets importants à mes yeux ne sont pas éclipsés après une demi-seconde. Psy. Pourquoi n'êtes-vous pas libre de parler en premier lieu? Ah, en embraille. Allez, premier cliché de la psychothérapie. C'est cadeau, hein? Ça trouve racine dans ma famille et dans mon enfance. Je suis la 3e fille d'un couple de pharmaciens qui se laissent bouffer par leur boulot. Mon père avait un caractère de merde, taiseux, ronchon, prêt à pousser en une gaulante pour les plus petits inconvénients du quotidien. Ma mère, mes frères et moi subissons. Les discussions des repas familiaux étaient phagocytées par des discussions de boulot, boulot, boulot. Et si les gamins faisaient trop de bruit, ils se faisaient engueuler. Bref, j'ai pris exemple sur ma mère et j'ai toujours fermé ma gueule. J'ai enfoui mes sentiments, surtout plus mes colères, mes tristesses, tout ce qui me donnait l'impression d'être comme mon père. Non, toute ma vie, je me suis tout. Des peurs de blesser les autres, des peurs de gêner, par conviction que tout ce que j'avais à dire était inintéressant par essence. Psy, mais vous avez le droit de vous exprimer. C'est important que vous vous donniez le droit de ressentir et de dire ce qui vous importe. Ok, expérimentons avec ça. Maintenant, si tu veux un peu plus d'expression libre, appuie sur CTRL, tu verras les non-dits. Enfin, sois préparé, va voir des jugements un peu crus, exactement le genre de trucs que je ne dis jamais habituellement. Soit dit en passant, je pense c'est l'un des gros dossiers de ma thérapie, apprendre à s'écouter. Pour info, les non-dits sont en rouge et il y a aussi des liens dedans qui apparaissent juste en gras. Je suis le 3e fils d'un couple de pharmaciens qui se laissent bouffer par leur boulot. La petite bourgeoisie matrixée par la valeur travail, avec des valeurs de droite, des gens à prendre la défense des représentants du MEDEF, parce que mon père était un petit patron. Alors même le MEDEF a jamais défendu leur intérêt à qu'ils sont des gagnes petits. Mon père avait un caractère de merde, taiseux, ronchon et prêt à pousser une engueulade pour les plus petits inconvénients du quotidien. Prêt à nous rabaisser constamment, nous traiter des larves, étouffant dans l'œuf mon estime de soi. Nous traiter des larves quand on jouait au PC ou regardait la télé, alors même qu'il nous avait mis sur la voie de ses loisirs et laissé là la figure d'autorité injuste par excellence. Il n'y avait pas la violence physique, mais la violence psychique, elle était omniprésente. Le soupir agressif, jugeant, méprisant, suivi du silence.
ces soupirs qui ne disent rien, sinon la déception, et te laissent faire le travail d'interprétation. Une absence totale de patience, d'empathie et de mesure. En vérité, il était coincé dans une vie qu'il détestait et il le faisait payer à tout le monde jusqu'à ce qu'il se barre vivre loin et qu'il soit à la retraite. Je pense qu'il ne sera jamais heureux ou satisfait. Ça nous fait un point en commun. Ma mère, mes frères et moi subissons. Les discussions des repas familiaux étaient phagocytées par les discussions du boulot. Et si les gamins faisaient trop de bruit, ils se faisaient engueuler. Bref, j'ai pris exemple sur ma mère et j'ai toujours fermé ma gueule. J'ai enfoui mes sentiments, surtout plus mes colères, mes tristesses, tout ce qui me donnait l'impression d'être comme mon père. Toute ma vie. Je me suis tout. Des peurs de blesser les autres, des peurs de gêner, par conviction que tout ce que j'avais à dire était inintéressant par essence. Des peurs de ressembler à mon père si je laissais s'exprimer le monstre en moi. Si. Mais vous avez le droit de vous exprimer. C'est important que vous donniez le droit de ressentir et de dire ce qui vous importe. J'ai tellement fermé ma gueule que je me suis demandé si j'avais déjà pris des décisions ou si je m'étais juste laissé porter par les choix évidents déjà pris à ma place. J'étais sage à l'école et eu mon bac avec mention. J'étais très creepy avec les filles. Une éducation sexuelle digne de son nom. Ça n'aurait pas été du luxe, plutôt que cette culture des taiseux chrétiens douteux-là. Si ma première copine n'avait pas fait un énorme taf en me poussant à l'introspection et subi des comportements inacceptables de ma part, j'avais toutes les cartes à ma main pour devenir un sel. J'ai fait une école d'ingé, comme mes deux grands frères. Ces chemins tout tracés, je crois que je l'ai accepté pour 2 raisons à l'époque. Première, le rêve de bosser dans la création des jeux vidéo. Deuxième, MacGyver. Je vous ai déjà dit que j'ai grandement été éduquée par la télé et les jeux vidéo. J'ai trempé les pieds dans l'industrie du jeu vidéo en stage de fin d'études. Supposément mon rêve. En pratique, j'ai constaté que c'est un milieu atroce et toxique au possible. J'ai pas totalement abandonné ce rêve, ceci dit. Je me suis juste fait une raison. Je n'arrivais pas à vivre dans les conditions de travail acceptables à mes yeux. À titre de hobby, je continuais à participer à des game jams, CF. Les autres prods sur ce compte itch.io. Et un projet de jeu de gestion des ads, produit dans un cadre associatif. Ensuite, on arrive dans la phase où je réalise, enfin, que tout déraille, le monde du travail. Pour être complet, il y a une rupture sentimentale récente après 10 ans de vie commune. C'est un gros chapitre fondateur aussi, avec de l'amour, du drama et de l'escrime médiéval, un effort créatif, la découverte du polyamour, de la joie d'avoir des animaux de compagnie. Mais je n'ai pas encore digéré suffisamment pour en parler publiquement. J'ai l'impression de faire du teasing, c'est trop bizarre. On est en 2009, le monde ne s'est pas encore relevé de la crise économique des subprimes en 2007. Contexte de merde pour sortir d'école. J'étais déjà en train d'abandonner mon rêve de bosser dans le jeu vidéo, autant dire que l'espoir était peu présent. Mes recherches ne se passent pas très bien et ma famille me met la pression. Un trou dans le CV à la sortie d'école, ça ne le fait pas. Il faut trouver vite. Je me laisse porter. Les premiers qui m'acceptent sont les SSII, qui bossent dans le militaire, aux antipodes de mes convictions personnelles. Des marchands de viande. C'est comme ça que les ingés appellent les SSII. Concrètement, c'est de l'intérim avec un statut de cadre. Soit c'est un boulot alimentaire, j'accepte. J'enchaîne 10 ans d'expérience de merde dans des projets atroces. Fourvoiement et déception. Concrètement,
Les codeurs sont des prolos de l'informatique qui ne font que subir les décisions pétées du management sans être jamais entendus. Des prolos confortables, hein. On ne meurt pas dans des accidents de travail. On n'a pas les corps meurtris arrivés à la quarantaine. Et sauf accident de vie, on n'a jamais de soucis financiers. Et je dis ça sans mépris pour les prolos. Au contraire, ils ont mon respect. Et j'admire leur dignité face à leurs conditions de vie. Merci et désolé pour les erreurs. Think, create,